Le club de la presse européen en 1974, les plus anciens s'en souviendront. René Dumont, premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France, avait alerté durant sa campagne « Nous allons bientôt manquer d'eau ». À l'époque, ça avait suscité beaucoup de moqueries. Et 50 ans plus tard, voilà la sécheresse qui touche de manière précoce le sud du pays, nous annonçant un été difficile. Est-ce qu'on va à nouveau manquer d'eau dans les prochains mois comme l'été dernier? Est-ce que c'est un épisode ponctuel ou bien est-ce qu'on est en train de changer de régime hydrologique? Quelle solution pour optimiser la ressource en eau, cette précieuse eau? C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction pour nous éclairer jusqu'à 9h. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Lise Massé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce centre? C'est une association? Quelle est votre mission? C'est une association qui a été créée il y a plus de 25 ans maintenant, qui a pour mission... Par les producteurs d'eau potable, je précise. Tout à fait, par les entreprises d'eau qu'on a en France, et qui a pour mission de valoriser l'eau et de donner tous les renseignements, toutes les informations pour comprendre ce cycle de l'eau, pour comprendre cette eau. Oui. Et maintenant, on est beaucoup, effectivement, sur l'impact du changement climatique sur le circuit de l'eau. Alors justement, on a tout à l'heure à 7h10 avec l'hydrologue Charlène Descolonges, j'ai écouté, elle nous a expliqué ce qu'était le grand cycle de l'eau, le cycle naturel. Vous, c'est plutôt le petit cycle de l'eau dont on va parler, c'est-à-dire le cycle humain, c'est-à-dire prélèvement de la ressource, son traitement, son utilisation et son éventuel rejet dans la nature ou sa réutilisation. Il y a beaucoup de choses à dire en la matière. Quelle est la quantité d'eau que l'on consomme aujourd'hui en France? Alors, on va être précis sur les termes d'ailleurs. Il faut distinguer l'eau que l'on consomme et l'eau que l'on prélève. Ça n'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. Prélever, c'est donc toute l'eau qu'on capte dans une ressource, quelle qu'elle soit, soit des eaux de rivière, soit des eaux souterraines. Et en France, on prélève beaucoup d'eau potable dans nos eaux souterraines, plus protégées. Ce que l'on peut dire, c'est que la consommation en France par les ménages, mais on l'a déjà dit ce matin très tôt, c'est 148 litres. Par personne. Par personne. Et par jour. Et par jour. Et ces 148 litres, c'est d'abord ce que vous utilisez chez vous, directement, mais c'est aussi ce que vous utilisez quand vous êtes en dehors de chez vous, dans les bureaux, les écoles, etc. Et puis c'est aussi l'eau que l'on utilise pour vous, pour votre usage, mais c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Voilà. Alors, l'eau que l'on prélève, je précise, par exemple, on évoquait le cas des centrales nucléaires, 16 milliards de mètres cubes d'eau, on se dit, waouh, c'est colossal. C'est de l'eau que l'on prélève parce qu'on l'utilise et on la restitue dans la nature, à la différence de l'eau que l'on consomme, c'est de l'eau que l'on ne rend pas. C'est exactement ça. Et les centrales nucléaires, en fait, elles rendent quasiment toute l'eau qu'elles prélèvent. Alors justement, quelle est la hiérarchie des consommateurs d'eau en France, Marie-Lise Massé, si l'on devait, qui sont les plus gros usagers aujourd'hui? Alors, on va peut-être citer le plus gros en été. Notamment, c'est 80% de prélèvement dans les ressources, c'est bien sûr l'agriculture qui en a besoin en plein été. 20%, c'est nous. C'est nos usages domestiques, 20% c'est pour l'industrie, et le reste, ça se partage avec les prélèvements pour les canaux, pour l'hydroélectricité aussi. Alors, on a ce confort en France, il faut le dire, d'un libre accès à l'eau potable par le robinet. Mais quand on lit la presse quotidienne régionale, on voit que de plus en plus, ça survient et de plus en plus tôt dans l'année. Il y a des endroits comme ça, dans le Doubs, je voyais ça, où il n'y a plus d'eau pendant certains moments de la journée. Est-ce que l'eau est en train de se raréfier en France, Marie-Lise Massé? Elle devient compliquée à capter, effectivement, et se partager l'eau devient compliqué puisqu'il y en a moins. Il y a vraiment des choses à faire et il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place pour arriver justement à ce que tout le monde ait de l'eau. Mais ce que vous dites est totalement exact. L'année dernière, en plein été, pour la première fois, ça ne s'est jamais passé. On a eu plus de 1000 villages qui ont dû recourir à des camions-citernes pour recharger dans le sud-est également, leur circuit, dans le Var. Exactement. Donc il y a une vraie inquiétude et les maires ont beaucoup travaillé depuis l'automne dernier pour arriver à trouver des solutions. Et c'est pas parfait parce que malheureusement, tout le monde pensait que les pluies efficaces allaient réalimenter les nappes cet hiver, comme ça se fait d'habitude. Et ça s'est pas passé. Donc on a 2 sécheresses qu'on est en train de subir, été, hiver. Alors regardons un peu les solutions qui existent parce qu'il y en
en a aujourd'hui. On évoquait tout à l'heure en Israël les installations de désalinisation. Alors ça fait débat, hein. Tout le monde ne trouve pas ça absolument formidable, mais enfin malgré tout, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour en France, on boive de l'eau de mer? Marie-Lise Massé, est-ce que les industriels de l'eau potable songent à des solutions de désalinisation en France, qui est un pays océanique, avec la plus grande façade maritime du continent européen? Alors, jusqu'à présent, on ne l'avait pas fait en France. Pourquoi ? Parce qu'on n'en avait pas réellement besoin, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est, comme ça a été dit dans votre reportage tout à l'heure, qui peut être un peu polluant, hein, puisque on a des déchets d'eau saumâtre, par exemple, mais ça se fait déjà quand vraiment on ne peut pas faire autrement. On a des sites de désalinisation en France. Il y en a 2 ou 3 en France, oui. Hein, c'est anecdotique, mais pourquoi pas, oui. Et puis, une solution, vous savez, elle peut être avec des impacts négatifs pour le moment, mais dans quelques temps, la technologie avançant, on va trouver d'autres solutions et par exemple, on dit que c'est très énergivore, mais on peut imaginer que l'énergie solaire prendra le relais dans quelques temps et que l'on pourra s'en servir. Mais il y a plein d'autres solutions, bien évidemment. Alors, notamment le recyclage des eaux usées. On sait qu'en la matière, comparé à d'autres pays, la France n'est pas très en avance. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut laver l'eau? Parce que c'est un petit peu ça l'idée, finalement. Alors, on peut, comme vous le dites, laver l'eau, c'est-à-dire qu'on peut produire de l'eau de qualité différente. Ça, c'est intéressant selon les usages. Les eaux usées, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pour nous tous un déchet. Les eaux usées, c'est les eaux que l'on rejette quand on s'est lavé les dents dans le lavabo, ce genre de choses. Exactement. Hein. Et nous en rejetons quand même, puisque nous consommons 8 milliards, on en rejette 8 milliards de mètres cubes. Donc, c'est une ressource qu'on appelle alternative et qui peut servir. Alors, elle peut avoir des tas d'usages. Oui. Hein. On entendait en Israël, par exemple, ça sert à l'agriculture. À l'agriculture, mais tout à fait. Est-ce qu'on peut envisager une sorte de circuit de l'eau avec une réutilisation en cercle fermé d'une eau que l'on souille, que l'on nettoie et que l'on réutiliserait comme cela à l'infini? On pourrait, vous savez qu'avec les eaux usées, on peut faire de l'eau potable. Oui. Il suffit de la filtrer énormément, de faire beaucoup de traitements. Ça coûte beaucoup plus cher, mais il y a des pays qui le font déjà. Les pays qui sont très pauvres, mais en ressources en eau, qui ont été très pauvres. Je pense à Singapour, je pense à la Namibie. Voilà, c'est des choses qui peuvent être faites, sauf que ça coûte un peu plus cher et que c'est des circuits différents. Alors on va parler d'un sujet qui est un peu délicat, c'est la pollution des eaux. Ça, on a un autre problème avec ça. Début avril, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alertait sur des concentrations élevées. Alors c'est un petit peu compliqué, mais des résidus d'un pesticide interdit depuis 2019, le chlorothalonil. Et ainsi, on voit qu'un tiers de l'eau distribuée en France serait non conforme à la réglementation. C'est quand même des chiffres qui sont extrêmement importants. Est-ce que ça n'est pas aussi une des conséquences, cela? Est-ce que ça n'est pas un risque finalement d'envisager un cycle fermé de l'eau, un jour que l'on découvre des pollutions comme ça et dont on n'arrive pas à se débarrasser? Alors, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on a un service public de distribution d'eau en France qui est très efficace, avec une qualité de l'eau qui est très bonne. Ça, généralement. Que quand on a un problème de qualité, on est immédiatement informé. C'est une obligation réglementaire. Maintenant, c'est vrai que le sujet, il nous faudrait un peu plus de temps pour le détailler et de faire comprendre à l'auditeur ce qui s'est passé. En fait, il y a eu, je dirais, un peu des confusions d'interprétation sur les résultats, mais n'empêche que ça montre bien qu'on cherche et on trouve. Et l'important, c'est de contrôler, c'est de surveiller notre eau. Je pense quand même qu'on peut rassurer le grand public. On a heureusement un métier de l'eau qui fait qu'on a des eaux de bonne qualité. Merci Marie-Lise Massé d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Le thème, on le poursuit tout au long de la journée. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On en reparlera dans Europe 1 Soir et tout à l'heure à midi avec Romain Desarts.